En fait, moi, je suis très content des rencontres que j'ai fait. Tout ce temps que j'ai passé à Raqqa, c'était une période extraordinaire pour moi parce que ça a coïncidé avec à la fois ce que je suis, euh, l'expérience que j'avais acquis en Libye. Euh, Bien sûr, évidemment, ce qui est terrible, c'est d'avoir été pris en otage et surtout d'avoir été pris en otage si tôt, alors que le combat politique commençait en fait. Et si tôt avant d'avoir pu apporter aucun soutien aux gens sur place. Du coup, en fait, je suis pas mal triste en fait de pas avoir jamais réussi à faire dans ces pays-là un travail dont je puisse être fier en fait. Mais ouais, cette dernière expérience de Raqqa, dans cette dernière expérience à Raqqa, j'ai vraiment pu toucher à ce que j'avais toujours cherché depuis le début, depuis le moment où je suis parti en Syrie. Euh, c'est la première fois où j'ai pu assister à une vraie euh, situation révolutionnaire. Et là, vraiment, je le dis dans le plein sens du terme, c'était pas seulement une révolte, c'est-à-dire que là, pour la première fois, je me suis retrouvé avec des gens qui l'aient demandé ou pas, avaient la responsabilité de, de diriger, de conduire, d'organiser leur vie et leur pays. Et qui prenaient en main ou pas cette responsabilité. Et ceux qui la prenaient en main, c'était des gens assez étonnants parfois. Et pour ce qui était justement de tous ces civils, c'était des gens très jeunes. J'ai en dessous de 20 ans. Oui, c'est vrai. Après, effectivement, l'État islamique, lui, donc, il était à l'œuvre, je pense, depuis au moins un an ou un an et demi, à prendre le contrôle du Jabhat al-Nusra et à s'implanter, disons, comme une force politique en Syrie. Mais effectivement, ça correspond précisément au basculement, au moment où c'est devenu plus fort, au moment où il est devenu où la question n'a plus été de gagner la guerre pour ce qui était des forces révolutionnaires, mais tout simplement de survivre, de continuer à exister, malgré les groupes qui soit devenaient des entités autonomes contre-révolutionnaires, soit devenaient tout simplement des bandes de voleurs et se mettaient tout simplement à vivre de la bête sur toutes les régions libérées. Alors, c'était vraiment intéressant parce qu'à la fois, on se rend compte de la pression dès qu'on commence à travailler avec la presse professionnelle, euh, de la pression qui existe pour fabriquer un certain type de reportage très formaté, des histoires qui. C'est pas seulement un nombre de mots, hein, c'est des histoires qui vont tourner autour de problématiques assez simples. En fait, il s'agit en général de commandes assez précises, hein. Un rédacteur et souvent un journaliste, dès qu'il part sur le terrain, il sait déjà ce qu'il va dire. Et il tient surtout pas à dire quelque chose d'autre. Donc, si on tient à vendre, on est poussé à faire ce genre de journalisme. On n'est pas absolument pas poussé à prendre du temps sur place ou à sortir des histoires qui soient très révélatrices. Et après aussi, j'ai fait aussi expérience des limites en fait qui sont les miennes, puisque je ne sais pas si c'est lié au fait que
j'ai étudié la biologie, et que donc j'ai une vision peut-être très systématique des choses, et peut-être beaucoup moins ouverte que quelqu'un qui aurait fait des études plus littéraires aurait. Mais j'ai du mal à tirer profit de situations simples. Euh, Là-dessus, il y a un bon exemple en fait de ça dont on parlait avant. Euh, c'est un ami journaliste qui, lui, a voulu faire du reportage de guerre. Je crois peut-être. Lui, il dit que c'est pour se prouver des trucs ou pour des sensations ou quoi, mais ouais, c'est un gars qui peut être assez impulsif sur certaines choses, qui aime bien vivre des choses fortes, mais qui au fond de lui en fait se fout complètement du contexte géopolitique et bon, un peu la Libye, pour beaucoup de gens, pour être des journalistes de guerre, c'est justement de représenter ce journaliste de guerre qui est censé avoir un point de vue personnel, qui est censé être capable d'une certaine analyse sur les sujets de politique internationale, de, de stratégie, euh, sur les sujets militaires, sur ce genre de choses. Et parce qu'en réalité, pourquoi est-ce qu'on est journaliste de guerre? J'ai envie de dire parce qu'on est trop nul pour faire autre chose et que donc on va aux endroits où personne ne veut aller, parce qu'on est un peu fou, parce qu'on est un asocial, pour toutes ces raisons-là, quoi. Il y a peu de gens équilibrés vraiment, ou sympas, ou très à l'aise en société parmi ces gens-là en fait. Ils ont d'autres qualités, hein. Ils sont au contraire très bons, voire étonnants pour vivre tout seul, ou tout seul parmi des gens qui ne leur ressemblent pas du tout. Mais ils ont plein de raisons qui sont assez étonnantes pour faire ce métier-là. Et ils le font tous au nom, effectivement, de cette forme de journalisme qui, malgré le fait qu'il est censé savoir tout ça et faire un travail très profond, en fait, va jamais l'être vraiment parce qu'il ne peut pas s'intéresser vraiment à un sujet puisqu'il est un journaliste de guerre, donc il n'est pas un journaliste du Proche-Orient, etc. Mais il va partir partout, quoi. Les guerres qui ont lieu en ce moment, ça peut être aussi bien l'Afghanistan que l'Irak, deux terrains qui sont déjà très différents, mais que l'Ukraine, qui est encore complètement différente. Et là, on parle de trois langues complètement différentes. Dans un cas, le Pashtun, dans l'autre, l'arabe, et dans le troisième, le russe. Donc, on voit bien que c'est juste impossible pour quelqu'un d'avoir des connaissances politiques vraiment denses sur ces trois terrains-là. C'est juste pas possible. Et alors certains soit vont être effectivement vont quand même prendre la peine de travailler certains terrains, etc. Et vont être particulièrement affûtés sur le Proche-Orient ou ce genre de choses. Et vont arriver à sortir des choses qui sont être très classiques, mais quand même qui vont permettre de comprendre les situations, qui vont être très systématiques, qui vont classer un petit peu, qui vont les situations et qui vont présenter ça sous un ordre très classique, mais qui va quand même être intéressant. Et puis d'autres en fait qui vont avoir d'autres forces. Et cet ami là, donc lui, ça l'intéresse absolument pas de lire ce genre de bouquins qui parlent de politique, etc. Juste, il s'en fout. Il a suffisamment comment dirais-je, d'autorité personnelle pour pas se sentir obligé de passer par là pour faire du journalisme de guerre. Donc dès qu'il est parti faire du journalisme de guerre, il pouvait absolument pas parler de ça. Il pouvait pas parler de politique. Il savait qu'il était nul là-dedans et tout. Donc il a tout simplement essayé d'établir un lien entre ce qu'il est et ce qu'est un occidental et ces gens-là. Donc il faisait des petites histoires sur les gens. Il avait fait différentes petites histoires et notamment il avait rencontré des jeunes qui faisaient du rap à Misrata.
Et Misrata, comme j'ai dit, c'était une ville particulière, parce que c'est une ville très tribale, très très dure, où les mariages sont arrangés. Enfin bon, on retombe un petit peu dans des structures vraiment très étonnantes au XXIe siècle. On n'imagine pas que des gens vivent encore comme ça, surtout dans une ville qui est pénétrée par le système capitalisme et ce qu'on appelle la société de consommation, etc. Par bien des côtés, à Misrata, on ne se sent pas du tout étranger. Et en même temps, on voit bien que les gens obéissent à des cadres qui viennent absolument pas de ces systèmes-là. Euh, les castes, les familles nobles, ce genre de choses, ça existe toujours, ça a une réalité à Misrata. Et trouver un petit peu le frottement entre les deux, ou l'existence des deux, c'est difficile. Donc lui n'a pas du tout cherché à savoir ça, il n'avait aucune idée, grande idée là-dessus. Il a rencontré des rappeurs, il connaît la musique, il s'intéresse à la musique lui-même, ce qui n'est pas mon cas, et il a trouvé qu'ils étaient bons. Et comme c'est quelqu'un de très cool, et qu'il a des copains un peu incroyables, il y avait un ami dans une radio, je crois, rock, au Royaume-Uni, et une chanson qui lui plaisait particulièrement parmi ce groupe-là, il leur a proposé, ils l'ont mis sur leur site internet. La chanson donc, a pu être écoutée par les internautes qui se rendaient sur le site, et les internautes ont adoré. C'est du rap libyen, c'était pas forcément voué avec quelque chose de bien, mais les gens ont vraiment aimé, quoi. Et là, tout d'un coup, ils se sont dit, mince, ce groupe-là, qui fait du rap pour la révolution, en fait, il peut marcher, indépendamment de ce qu'il représente au niveau révolutionnaire. Il fait un son tout à fait correct. Et alors, donc, le gars appelle le journaliste en question, lui dit, écoute, tes journalistes là, tes musiciens, envoie-moi leurs contacts, je peux leur présenter des gens, s'ils veulent, ils peuvent avoir un avenir là-dedans, quoi. Et alors lui, évidemment, recontacte les jeunes, il recontacte le chanteur du groupe, et le chanteur lui dit, mais tu sais, nous le rap, c'était pendant la Révolution qu'on faisait ça. Mais maintenant, non, on a arrêté. Et lui, il a dit, mais non, mais écoute, enfin, fais comme tu veux, mais imagine, tu peux en faire ton métier, tu peux en vivre, tu peux peut-être devenir même célèbre, tu peux vendre des disques et tout, c'est quand même chouette comme histoire. Toi, t'aimais bien faire du rap. Et Jeanne lui a dit, non, mais je peux pas faire ça. Mon grand-père, il supporterait pas. Et là, d'avoir réussi à voir, en quelque sorte, par cette anecdote, on voit ce que la révolution représentait pour quelqu'un de Misrata. Ce que cette exception de la révolution permettait, et ce qu'est Misrata en vrai. Une des principales raisons pour lesquelles les médias ont été si moteurs dans ces révolutions, c'est tout simplement parce qu'ils ont fait partager ces informations factuelles. Des gens manifestent à tel endroit pour telle raison, sans forcément donner plus d'analyse, sans forcément donner plus de clés. Je pense que c'est important que les gens à travers le monde prennent conscience de ce qu'il est possible de faire, pas tellement en termes d'efficacité, mais en termes d'audace, de ce que des gens peuvent oser faire dans des situations. Je pense que si la révolution syrienne a été possible, c'est parce que les Syriens se sont rendus compte que malgré le fait qu'ils vivaient dans un état complètement corrompu, les Tunisiens un jour ont décidé qu'ils en avaient marre et ont voulu passer à autre chose, sans forcément d'ailleurs non plus savoir ce que serait cette autre chose.